Les titres de ce 19h30, 121 voix pour et une seule contre la loi portant fixation du quota et modalité de positionnement des candidates et candidats sur les listes électorales a été adoptée ce matin par l'Assemblée nationale. Les associations des femmes dénoncent un recul sur la représentativité des femmes en politique, mais pour le ministre de l'administration territoriale, le texte comporte beaucoup d'avancées. Tous les détails dans ce journal. Le gouvernement a rappelé sa position sur le cas d'Djibril Bassolé répondant aux questions des journalistes au terme du Conseil des ministres de ce 22 janvier. Un conseil qui est revenu notamment sur l'attaque terroriste ce lundi, une attaque qui a fait 36 victimes. Et puis, Isabel dos Santos, poursuivie par la justice angolaise, la fille de l'ex-président de l'Angola et ancienne patronne de la compagnie angolaise de pétrole, est accusée de détournement de fonds publics et d'enrichissement illicite présumé. Les autorités angolaises demandent son extradition du Portugal, où elle se trouve en ce moment. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue tout de suite. Direction le palais de Kosiam où s'est tenu l'hebdomadaire Conseil des ministres ce 22 janvier. Un Conseil des ministres dominé par plusieurs sujets d'actualité. L'affaire évacuation sanitaire refusée à Djibril Bassolé et surtout la situation sécuritaire avec la nouvelle attaque terroriste de ce lundi. Une attaque qui a fait 36 morts, 36 civils tués dans la province du San Matenga. Le point de tout cela avec Rémi Lambert-Nébier. La forte mobilisation des femmes à l'hémicycle ce 22 janvier n'aura rien changé à l'issue du vote. Le projet de loi portant fixation du quota et modalité de positionnement des candidates et candidats sur les listes électorales est adopté à 121 voix pour et une seule contre. Pour le ministre en charge de l'administration territoriale, cette loi apporte quelques innovations. Mais les 30% qui doivent être nécessairement obtenus au niveau des têtes de liste des élections législatives et municipales. Ça, c'est une innovation des têtes de liste. La deuxième grande innovation, c'est les mesures zébrées, c'est-à-dire que sur les listes zébrées. Désormais, sur une liste des élections municipales ou des législatives, si la tête de liste est une femme, donc le second est un homme. Ou si la tête de liste est un homme, donc le deuxième est une femme. Les femmes n'ont pas la même appréciation des choses après l'adoption de la loi. Et c'est principalement l'article 10 qui leur pose problème. Il ne serait pas assez coercitif vis-à-vis des partis politiques qui ne respecteraient pas le quota de 30% fixé par la loi. Vous avez une loi où la sanction est seulement un bonus qui est donné aux partis qui auraient respecté la loi. Quand tu ne respectes pas, il n'y a aucun problème. Je crois que le Burkina Faso vient ici de rater l'occasion de rentrer dans l'histoire. L'histoire des pays qui s'inscrivent comme des exemples en matière de respect des droits des femmes, de promotion de l'équité. Pour le président de l'Assemblée nationale, il ne faudrait pas considérer le vote de cette loi comme un recul. Son adoption est l'expression de la volonté des partis politiques de la majorité et de l'opposition qui ont pris part au dialogue politique national. Nous sommes des mandats du peuple. Je suis d'accord. Mais nous avons été désignés par des partis politiques pour aller dans ce sens. Et dans ce cas d'espèce, c'est l'APRP et le CEFOP qui ont décidé d'aller dans ce sens. Donc, je voudrais que vous compreniez aussi les honorables députés qui sont là. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas aller dans un autre sens. Et mettez-vous aussi à l'esprit que les élections, c'est dans 2 jours. Qui ne veut pas être désigné par son parti politique? S'adressant aux femmes venues assister à la plénière, le patron de l'hémicycle dira qu'il ne faut pas créer davantage de polémiques après l'adoption de la loi. Pour Alassane Balassa Kandé, il faudra retenir la capacité des acteurs politiques à aller vers un consensus. Voilà, vous l'aurez certainement remarqué et surtout corrigé. Il s'agissait surtout de l'élément sur la loi portant fixation du quota et modalité de positionnement des candidates et candidats sur les listes électorales. La loi qui a été adoptée aujourd'hui même avec 121 voix pour et une seule voix contre. Maintenant, venons-en au Conseil des ministres de ce 22 janvier. Un Conseil des ministres où il a été question de l'affaire évacuation sanitaire refusée à Djibril Bassolé sur une réponse à une question d'un journaliste. Mais il a été surtout question de la situation sécuritaire avec la nouvelle attaque terroriste de ce lundi. Une attaque qui a fait 36 morts, je vous le disais, 36 civils tués dans la province du San Matenga. Le point sur tout cela avec Rémi Lambert-Nébier.
le drapeau de la présidence du Faso en Berne pour observer le deuil des 36 Burkinabés tués le 20 janvier dernier par des terroristes dans le San Matenga. Au-delà de témoigner sa compassion aux parents des victimes, le gouvernement a placé cette attaque à l'ordre du jour de sa rencontre hebdomadaire. Nous avons, en début de ce conseil, entendu les ministres en charge de la sécurité et de la défense. Le président du Faso a rappelé un certain nombre de directives qu'il a données. Et c'est l'occasion qui a été donnée également de saluer les députés dans leur entièreté qui ont permis que la loi sur les volontaires pour la défense de la patrie soit adoptée afin justement de faciliter cette mobilité et cette défense assumée par chaque Burkinabé dans les régions qui connaissent des difficultés. Je voudrais donc encore une fois renouveler les condoléances du Conseil des ministres à l'endroit des familles éplorées et souhaiter un propre rétablissement aux 3 blessés qui ont été pris en charge par les équipes médicales. Le très faible engouement des Burkinabés de l'extérieur pour l'enrôlement biométrique et l'état de santé inquiétant du général Djibril Bassolé, 2 sujets qui ont alimenté l'actualité ces derniers jours. Le gouvernement, pour sa part, se prononce. Le système que nous avons aujourd'hui est un choix qui a été opéré lors du dialogue politique national. Il y a certainement des choses à corriger et les résultats ont été donnés par la CENI. Les différents acteurs en prendront acte et travailleront à ce que prochainement ou dans les jours à venir, cela puisse être corrigé. C'est tout ce que je peux dire sur cette question. En ce qui concerne le cas de M. Djibril Bassolé, je voudrais rappeler simplement que l'évacuation a déjà été faite une fois, donc le gouvernement n'est nullement, en tout cas, opposé à une évacuation. Si elle doit se faire, je crois qu'elle se fera dans le respect des procédures qui sont certainement en cours à ce niveau-là. Initiative du président du Faso qui vise à assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré se concrétise davantage par l'adoption au cours de ce Conseil des ministres du décret portant création, composition, attribution et fonctionnement de son comité de coordination et d'orientation. Cette initiative du président du Faso est soutenue donc par la FAO. Il faut rappeler que c'est une innovation parce qu'elle établit un lien important entre les cantines scolaires et la production endogène des denrées alimentaires. Elle doit permettre donc de lever les principales contraintes de valorisation des produits locaux pour une bonne alimentation et une bonne nutrition à travers les cantines scolaires et donc faciliter une meilleure performance scolaire des enfants. Le Conseil des ministres a aussi autorisé la ratification de l'accord entre le Burkina Faso et le Vatican sur le statut juridique de l'Église catholique au Burkina afin d'avoir un meilleur suivi de ses activités sur le territoire national. À présent, cette visite du président de l'Assemblée nationale dans la région du Centre-Nord, c'était ce week-end. Bala Alassane Sakandé a notamment présidé les journées portes ouvertes du Centre universitaire polytechnique de Kaya avant de procéder à l'inauguration du lycée de Dondolé. Reportage Rémi Lambert-Nébier. Le calme studieux du lycée de Dondolé a fait place en ce 19 janvier à une joie chaleureusement exprimée par les populations de ce village situé dans la commune de Kaya. Célébrer de fort belle manière l'inauguration de ce lycée, c'est pour les parents d'élèves témoigner leur reconnaissance aux autorités étatiques. À la rentrée 2016-2017, le lycée ne possédait qu'une seule salle de classe. Aujourd'hui, il en totalise 6 et écourte de 10 km la distance parcourue par plus de 200 élèves du village pour avoir droit à l'enseignement. La promesse du président du Faso à ce village s'est concrétisée et c'est l'occasion pour le président de l'Assemblée nationale de rendre hommage aux enseignants qui servent en zone d'insécurité. Nous savons que les conditions sont souvent difficiles. Donner des cours ayant l'esprit ailleurs, parce que tout simplement, tu te demandes si ta famille est en sécurité, tu te demandes si tu ne seras pas surpris par les mauvaises gens, ça veut dire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est quelque chose de périlleux. Et nous vous remercions, nous vous encourageons, parce que face au terrorisme, nous savons que beaucoup d'enseignants ont perdu la vie. Donc bravo et merci au monde éducatif, merci aux enseignants qui continuent de donner le savoir à nos enfants. Certains sont là, célibataires, certains sont là avec leur famille,
vous devez vous préoccuper de leur santé, de leur sécurité dans cette zone-là. Pour accompagner le processus de normalisation de ce lycée, le président de l'Assemblée nationale a promis la construction d'un forage et du matériel informatique. Certains de ces élèves opteront pour des études au centre universitaire polytechnique de Kaya, une université en phase de normalisation. Les étudiants de cette université régionale rencontrent moult difficultés dans leur cadre d'études et elles sont exposées au président de l'Assemblée nationale qui préside ces journées portes ouvertes. Pour Alassane Bala Sakandé, son institution sera désormais le délégué syndical de l'université de Kaya. Et pour mieux convaincre les étudiants, un premier geste est fait. Nous allons voir avec madame, pour faire en sorte que la situation-là, nous puissions donner quelque chose pour nous permettre de fonctionner à l'université. Donc, ceux qui viendront manger au restaurant pendant 10 jours, nous paierons pour faire nos opérations. Merci à vous. Pour le ministre en charge de l'enseignement supérieur, ces journées portes ouvertes entrent en droite ligne avec la politique de professionnalisation des universités du Burkina. Une politique qui vise également à permettre les communautés hautes de participer à l'élaboration des curricula. C'est un sujet qui fait beaucoup de débat dans les milieux économiques, au sein des organisations syndicales et auprès des travailleurs. La justice fiscale qui rime forcément avec justice sociale. Le thème a fait l'objet d'une conférence publique ce mercredi, conférence organisée par le Club de l'économiste du Faso. Était invité à cet exercice le ministère de l'économie et des finances, la CGTB, la Confédération générale du travail du Burkina et tout naturellement des spécialistes en fiscalité. Reportage Abdoulaziz Sarré. Les grands absents de cette conférence débat sur la justice fiscale sont le ministère de l'économie et des finances et la CGTB. Deux camps qui ne sont pas encore parvenus à s'entendre sur l'application ou non de l'UTS, l'impôt unique sur les traitements des salaires. Néanmoins, les fiscalistes ont tenu à clarifier leur position. Pour eux, cet impôt doit être appliqué aux fonctionnaires tout comme il est appliqué aux agents du privé. Et c'est en cela qu'on pourra parler d'équité et de justice fiscale et sociale. Et on pourra parler de justice fiscale si tous les Burkinabés contribuaient aux charges fiscales en fonction de leurs facultés contributives. Je dis bien tous les Burkinabés. Il ne faudrait pas simplement que ce soit les travailleurs bénéficiant des revenus du travail, c'est-à-dire du travail que nous connaissons de manière générale, ceux qui ont un salaire en fin du mois, ils payent simplement l'impôt, notamment ce dont nous avons parlé ce matin, l'impôt unique sur les traitements et salaires. Il faudrait que tous les Burkinabés puissent contribuer selon leurs facultés pour le peu qu'ils gagnent, que chacun puisse contribuer aux charges fiscales. Selon les conférenciers du jour, l'impôt unique sur les traitements des salaires dans sa formulation actuelle existe depuis 1970, seulement qu'il n'était pas appliqué sur les travailleurs du public. Certainement, pour des raisons d'opportunité, l'État n'avait pas imposé les travailleurs du public. Mais aujourd'hui, pour les mêmes raisons d'opportunité, l'État estime qu'il est nécessaire d'imposer les travailleurs du public. Cela d'autant plus que, depuis un certain temps, il y a des charges qui ont été créées, il y a des charges importantes de rémunération qui ont été générées par les revendications et autres mouvements des travailleurs du public. Et en face de ces charges, il faut bien qu'il y ait des ressources. Et donc, il faudrait qu'eux aussi ils puissent contribuer aux ressources publiques afin qu'ensemble, nous puissions prendre en charge les besoins de la collectivité. L'IUTS doit être une obligation pour tous les travailleurs, soutient les experts en fiscalité. Tous ceux qui reçoivent des traitements et salaires doivent faire face à cet impôt, sauf si les textes disposent autrement. On ne débat une loi. Effectivement, il y a une défaillance dans l'application de cette loi-là parce que la loi devait être appliquée avec toute sa rigueur, dans toute sa rigueur, à tous les travailleurs du public et du privé. Cela ne l'a pas été depuis maintenant 50 ans, une cinquantaine d'années. Maintenant, il faudrait que ça cesse un jour et que tout le monde contribue.
Les travailleurs, il y a certains travailleurs qui estiment que leur rémunération n'est pas assez pour faire l'objet d'une imposition à l'UITS. Moi, je rappelle qu'au niveau du privé, on a des travailleurs qui ont 40 000, 50 000 qui paient l'UITS. Bon, on est en train de regarder si l'injustice qui existe va être prorogée par nos autorités. Cette conférence publique est une initiative du Club de l'économie du Faso. L'objectif est de permettre aux citoyens de mieux appréhender la question de justice fiscale. Elle est le résultat de la collaboration de 3 structures, l'Agence universitaire de la francophonie, la Société Simplon et l'Université Joseph Kizerbo. La fabrique numérique Simplon AUF qui devrait permettre la formation de plusieurs jeunes en développement web, eh bien, a été inaugurée hier. Abdelaziz Assari. Après l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, c'est l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou qui voit s'ouvrir en son sein la 3e fabrique numérique Simplon AUF de l'Afrique de l'Ouest. Une fabrique qui entend proposer des formations numériques innovantes et gratuites pour les étudiants. Les formations sont gratuites, mais elles sont destinées à des personnes qui doivent montrer un certain nombre de qualités que l'on identifie à travers un processus dit de positionnement. Ensuite, les méthodes pédagogiques, je l'ai dit, amènent à travailler en équipe. Donc la capacité de travailler en équipe est un autre facteur essentiel. Et enfin, le dernier, c'est des compétences, alors non pas à un niveau en mathématiques, mais des compétences en logique, algorithmie, avoir déjà commencé à coder. Et c'est sur la base de l'identification de ces 3 compétences que les personnes sont retenues dans les formations. Cette fabrique s'adresse en priorité aux jeunes issus de l'université Joseph Kizerbo et qui ont des difficultés d'insertion dans le monde du travail. Elle entend offrir de nouvelles compétences pour améliorer l'employabilité de ses étudiants. J'espère qu'effectivement, ils sont les fers de lance de ce qui suivra et de toute une génération de Burkinabés qui seront non seulement connectés, parce que ça, les jeunes Burkinabés sont déjà connectés, mais surtout capables d'utiliser ça comme un outil professionnel, un outil de formation et de développement et de projet professionnel. Et j'espère qu'on les verra tous demain sur le marché du travail burkinabé. Composée de 30 étudiants, la première promotion de Ouagadougou sera formée au métier de développeur web. Ils ont été choisis parmi 1300 candidats. Moi, je fais confiance aux jeunes parce qu'ils sont très motivés. Ça a été à la base de leur recrutement. Le formateur également. Et puis, je fais confiance à notre partenaire pour accompagner ces jeunes dans la recherche de l'emploi. Nous ne doutons pas un seul instant que si la première formation se déroule très bien et si au bout de cette formation, les étudiants arrivent à trouver un emploi, et je suis sûr et certain que on va s'en inspirer, non seulement pour accueillir d'autres cohortes, mais voir dans quelle mesure on peut insérer ça même dans notre système d'enseignement. La fabrique numérique Simplon AUF est le fruit d'un partenariat entre l'Agence universitaire de la francophonie, la Société Simplon et l'Université Joseph Kizerbo. Elle bénéficie également de l'accompagnement du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France. Les étudiants et futurs étudiants de l'Université Joseph Kizerbo, mais aussi les étudiants de toutes les autres universités publiques du Burkina, pourront désormais payer leurs frais de scolarité, d'inscription, sans pour autant faire de longs rangs devant la DAOI. Et cela grâce à la plateforme Coris Monnaie, la convention de collaboration entre le ministère en charge de l'enseignement supérieur et Coris Bank a été signée ce 21 janvier. Majid Bakoua. Le ministère en charge de l'enseignement supérieur et Coris Bank International scellent ainsi un partenariat de coopération. C'est une convention qui permet aux étudiants des universités publiques de s'inscrire via la plateforme Coris Monnaie, une solution de paiement mobile. L'université a déjà instauré une inscription en ligne. Tous les étudiants, à travers la plateforme Campus Faso, disposent d'un numéro d'identification électronique qui permet en réalité de voir le compte de l'étudiant, son dossier d'inscription. Et donc, à partir de ce numéro, tout étudiant a la possibilité, lorsqu'il veut payer ses frais d'inscription, de pouvoir rentrer dans la plateforme et de pouvoir choisir en réalité donc, le paiement de ses frais d'inscription. Et cela se fait en moins de 5 minutes. Les inscriptions dans les universités publiques demeurent une préoccupation selon le ministre en charge de l'enseignement supérieur.
D'où cette nouvelle solution. Il ne faut pas que cette innovation soit source de blocage. Donc à travers le dispositif de Coris Money, on a fait la démonstration que c'est un dispositif très léger, très innovant et très facile, et que les étudiants peuvent à travers Coris Money également procéder au paiement des frais d'inscription. À la fois, ça va faciliter le travail pour les étudiants, mais pour eux-mêmes, parce qu'avant, c'était des caissiers qui étaient en train de faire le travail et que c'est quand même très difficile quand vous avez une file de 300, 500 étudiants devant vous. C'est pas facile de faire le travail. Maintenant, ça va nous faire en 5-10 minutes de faire l'inscription et les paiements. Et donc, c'est vraiment une innovation importante pour les universités. Ce nouveau processus concerne également les universités privées subventionnées par l'État. Avec la plateforme Coris Money, les frais d'inscription passent de 15 000 à 16 500 francs CFA. La BDUBF, la Banque de l'Union Burkina, poursuit son processus de maillage du territoire burkinabé. Ce week-end, c'est l'agence de Kaya qui a été inaugurée. Lémilin Bernébier. Et de 15 pour la Banque de l'Union Burkina BDUBF. En 5 ans d'existence, le maillage du territoire burkinabé continue pour la BDU. Et cette fois-ci, c'est Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord, qui accueille la banque. L'activité économique dans la cité des Posé-Kui est dynamique et la BDUBF désire accompagner ses acteurs. Le choix de Kaya est justifié par les potentialités de la région du Centre-Nord, le dynamisme de la population et la capacité de résilience. La Banque de l'Union à Kaya, ce ne sera pas une banque de plus, mais la banque de référence. Sûre de ses atouts basés sur les produits innovants, elle ambitionne se positionner en leader. Cette agence qui ouvre déjà avec certaines faveurs. Nous avons depuis quelque temps initié les paiements de factures en nos guichets. Donc, facture ONEA qui est opérationnelle. Pour Sonabel, on est en train de travailler pour cela. Et nous avons déjà démarré avec un guichet automatique qui offre beaucoup de potentialités. Aujourd'hui, on peut faire des retraits à nos guichets sans avoir un compte. On peut faire des retraits à nos guichets automatiques à tout moment, 24 heures sur 24. On reçoit, on envoie et on donne des ordres de virement à partir du guichet. C'est déjà des éléments nouveaux. Et bientôt, comme je le disais tantôt aussi, nous sommes en train de voir comment activer les versements à partir des guichets automatiques. Donc la nuit, vous pouvez amener votre argent et verser à partir des guichets automatiques. Donc c'est aussi une innovation majeure que nous voulons faire, et contrairement aux autres confrères. L'innovation et la proximité, c'est ce qui a su déjà attirer ses 3 premiers clients récompensés. Banque citoyenne, elle a tenu à manifester sa solidarité au CHR de Kaya et à un orphelinat de la ville à travers des dons de vivres et des chèques d'une valeur de 500 000 francs CFA. Nous avons terminé par des remises de vivres, d'huile, de riz, de nattes, et de savon à l'action sociale. Donc là aussi, pour répondre non seulement à l'appel des autorités, mais à l'actualité du moment, pour qu'on puisse appuyer ces déplacés. Et c'est aussi l'occasion de dire que la Banque de l'Union Burkina, ce n'est pas seulement la recherche de l'argent, c'est aussi le social qui nous préoccupe. Parce qu'on s'est dit, pour mener à bien une activité financière, il faudrait qu'il y ait une quiétude au niveau de la population. Donc c'est ce qui justifie ce matin ces remises de dons. L'extension du réseau de la Banque de l'Union au Burkina devra se poursuivre tout au long de l'année 2020 par l'ouverture de nouvelles agences à Houndé, Didougou et une deuxième agence à Bobo-Dioulasso. Toute autre chose et actualité internationale pour terminer. Elle était considérée comme la femme la plus riche de l'Afrique. Isabel dos Santos, la fille de l'ancien président angolais Eduardo dos Santos, est accusée de détournement de fonds publics et d'enrichissement illicite présumé. Les comptes de l'ancienne patronne de la compagnie angolaise de pétrole ont été gelés. Elle se trouve en ce moment en Angola et la justice angolaise demande son extradition. Eh bien, les Angolais, eux, ne semblent pas trop étonnés par la situation. Les accusations de détournement de fonds publics qui ciblent l'ancienne patronne de la compagnie angolaise de pétrole et fille de l'ancien président José Eduardo dos Santos font la une des journaux en ce milieu de semaine à Luanda.
Ainsi, les 715 000 documents du consortium des journalistes d'investigation convergent pour soutenir la thèse d'un enrichissement illicite présumé. Les Angolais disent ne pas être surpris. Je pense que ce n'est pas une nouvelle situation. Cette situation existe depuis longtemps. Naturellement, nous sommes intervenus dans la société civile pour nous opposer à la position prise par l'ancien président et pour démontrer que ces vols et leurs détournements sont effectivement une affaire bien organisée, bien orchestrée, évidemment au bénéfice de ces gens. Le président angolais João Lourenço a lancé une croisade contre la corruption depuis son arrivée au pouvoir en 2017. Aussi, les révélations des Luanda Leaks sont saluées dans les rangs du MPLA, le parti au pouvoir. Nous avons approuvé une loi qui permettait aux personnes corrompues de rapatrier ces fonds dans notre pays. En réalité, c'était une main tendue, mais ces gens l'ont rejeté. Depuis la publication des Luanda Papers, de nombreuses voix s'élèvent pour demander à la justice d'inculper Isabel dos Santos et de l'arrêter pour des faits de corruption. Pour l'instant, les comptes bancaires et les avoirs de la femme réputée la plus riche d'Afrique ont été gelés. Elle continue à clamer son innocence et crie à un harcèlement aux motivations politiques. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. On se retrouve donc demain à la même heure, c'est-à-dire à 19h30.